dès l'enfance, dès l'adolescence, le rapport à la vie collective et aux règles du jeu démocratique, il est brisé, il ne marche pas. En fait, et souvenez-vous, dans votre enfance, vous voulez vous présenter aux élections des délégués. Donc soit vous êtes élu chaque année, donc vous êtes un peu le king ou la queen de la classe, et que ça assied votre... Je dis de manière très confortable, j'ai été pendant tout mon lycée, mais justement, ça m'interroge vraiment aujourd'hui. Pourquoi, comment les profs principaux ou les écoles ont pu laisser faire ça pendant autant de temps. Toutes celles et tous ceux qui avaient super envie de se présenter, qui par timidité ne se sont pas présentés. Quel gâchis! Ils n'ont pas pu révéler leur talent, leur leadership et tout ça. Toutes celles et tous ceux qui ont malgré tout leur timidité, se sont présentés et se sont pris 0 voix ou 1 voix la leur. Qu'est-ce qu'on a provoqué comme blessure quasiment irréversible? Enfin, c'est vraiment... Là aussi, mais c'est quel gâchis! Et du coup, la question c'est, en fait, est-ce qu'il n'y a pas plein de rôles à investir dans un lycée, dans une classe, dans un groupe classe, au collège, au lycée? Est-ce que finalement il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un rôle? Est-ce qu'on peut définir des rôles ensemble? Ceux qui vont au conseil de classe, très bien. Est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est du tirage au sort? Est-ce que c'est une élection sans candidat? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour choisir la règle qui nous va? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont un rôle sur la solidarité, sur les éco-délégués, sur je ne sais pas quoi? En fait, il y a 1000, sur la culture, sur machin. Et puis, est-ce qu'on tourne? Est-ce qu'on change? Est-ce que non, c'est un mandat pour 1 an? Est-ce qu'il y a des comptes à rendre? Dans toutes les classes de France, chaque année, on refait exactement le même exercice sans jamais s'être posé le sens de cet exercice. Donc moi je m'appelle Kitri, j'ai 43 ans, je suis mère de 4 garçons, 19, 17, 9 et 7 ans. Je suis prof d'innovation civique et démocratique en master de communication publique et politique. J'ai commencé il y a 20 ans à travailler après une école de commerce. J'ai cherché un métier qui avait du sens et donc j'ai travaillé pour des ONG. Je faisais des campagnes de communication en milieu étudiant pour des ONG comme Greenpeace, par exemple, sur les énergies renouvelables, comme Max Havelaar, le commerce équitable. Et en fait, c'est ces personnes des ONG avec qui j'ai travaillé, eu cette chance de travailler, qui m'ont tout appris sur l'état de la planète, l'état des ressources, des matières premières, les conditions de travail, de vie des femmes et des hommes un peu partout dans le monde et qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur ce que je n'avais pas appris, ni dans ma famille, ni en école. Tu as commencé aussi à te lancer dans un pré-engagement politique avec l'initiative Ma Voix en 2015 qui voulait hacker l'Assemblée nationale en imposant des candidates et des candidats citoyens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette initiative-là ? Oui, je suis contente de parler de Ma Voix et de partager ce qu'on a vécu dans cette expérience qui était une aventure horizontale. Donc, ce n'était pas un parti politique, Ma Voix. En fait, Ma Voix, c'est né d'expériences politique partisane, donc c'est mon cas. J'ai été il y a très longtemps engagée dans un parti politique. Ce que j'y ai vu était à la fois au départ très enthousiasmant, s'engager au service de son pays, élaborer des idées, ce qui a tendance à disparaître parfois dans le champ politique. Et en fait, je me suis confrontée à un monde que j'ai perçu en tout cas comme extrêmement violent, le monde où on est censé préparer de futurs responsables politiques à dessiner les règles du jeu commune, où dans ces endroits-là, il n'y avait absolument aucune règle. Donc, la loi du plus fort, un milieu vraiment assez différent de ce que j'avais pu vivre ou dans l'associatif ou dans le monde de l'entreprise. Et un milieu très peu épanouissant finalement pour toutes ces personnes, ces jeunes, ces femmes qui voulaient s'engager au service de leur pays en choisissant un endroit, un parti politique. Et en fait, Ma Voix, c'était une sorte de miroir inversé d'un parti politique. Et donc du coup, il n'y avait pas d'adhérents, pas d'adhérentes, pas de structure juridique, c'était pas un parti politique, c'était vraiment un mouvement horizontal, coopératif, décentralisé, dans lequel on se rejoignait donc sur une méthode. La méthode était effectivement d'appeler des citoyennes et des citoyens candidats aux législatives. Ils étaient désignés par du tirage au sort, alors que dans les partis politiques, c'est des investitures après de longues et âpres négociations dans des conditions là aussi pas terribles. Et l'idée, c'était d'enlever les verrous de tension, de compétition, où c'est là la loi de celui qui parle le mieux, celui qui a le plus de réseau, celui qui a le plus d'argent, pour essayer de faire en sorte qu'est-ce que ça veut dire. Et Ma Voix, c'était vraiment une expérimentation. Si on change les ingrédients d'un collectif citoyen, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça produit sur les personnes qui y contribuent. Et donc, il y avait beaucoup cette règle donc, du tirage au sort qui permettait de ne pas s'étriper et tout ça.
L'autre règle, c'était pas de personnification médiatique, il n'y avait pas de porte-parole à ma voix. C'était vraiment chacune pouvait s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais il y avait personne qui allait incarner et être porte-parole de ce mouvement-là. Et ce qu'on retrouve après dans d'autres mouvements, comme les Camilles dans les ZAD, par exemple, qu'on retrouve aussi à Nuit debout, où chacun parlait en son jeu, il était interdit de parler au nous. Les Gilets jaunes ont eu évidemment des personnalités qui ont émergé sur les plateaux télé, mais ça a été très difficile pour elles. Est-ce qu'elles étaient là en tant que représentantes d'autres gilets jaunes, mais au nom de qui, au nom de quoi, quel mode de désignation et tout ça. Et donc on voit qu'il y a vraiment, pour générer du collectif, on voit qu'il y a cette question de la personnification médiatique, voilà, qui est très prégnante dans le monde traditionnel politique. Et là on cherche et on essaie de regarder comment est-ce qu'on peut faire différemment. Donc Ma Voix testait aussi ça. Et c'était comment on finance une campagne. Donc Ma Voix a présenté 86 candidates et candidats dans 43 circonscriptions françaises aux dernières législatives. Alors aujourd'hui, tu te lances toi-même dans la campagne pour les prochaines législatives, dans la 2e circonscription de Paris, après avoir intégré notamment le collectif Investi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'as apporté le collectif, tant en termes de compétences que aussi de confiance ou de réseau ? Investi, c'était une aventure extraordinaire dans le sens où, si je l'avais vécu quand je m'étais engagée en politique à l'époque, à l'âge de 24 ans, ça aurait changé complètement mon approche. Ça veut dire que quand on s'engage dans un parti politique, on prend sa carte et c'est une décision très intime, très personnelle de se mettre au service de son pays. Et on arrive dans une maison qui est préexistante depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, où il y a des usages conscients et surtout des usages inconscients. On se souvient, et notamment c'est la question pour les femmes qu'adressait Investi, nos aïeuls, nos grands-mères ont obtenu le droit de vote il y a 70 ans, donc c'est rien. Donc les femmes n'étaient pas là pour designer les règles du jeu de la politique. Et donc du coup, on ne fait que les subir depuis toujours. Et on est en manque, en déficit vraiment de femmes dans le champ politique, et pas forcément en tant que femme, mais en tant que personne qui n'est pas construite dans un schéma patriarcal de domination, ce qui est aujourd'hui l'usage en politique. Et du coup, on se retrouve un peu naïvement, on arrive, on a envie de servir, de contribuer, de réfléchir, le monde des idées, le monde de l'engagement. Et du coup, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. L'idée d'Investi, c'est de dire, OK, on voit des femmes arriver en politique, faire être aux responsabilités. Notamment, le point de départ d'Investi, c'est de dire, OK, sous le gouvernement Hollande, sans juger le fond de ce gouvernement Hollande, il y avait des grandes voix de femmes en politique. Il y avait Christiane Taubira, il y avait Cécile Duflot, il y avait Najat Vallaud-Belkacem, il y avait Axel Lemaire, etc., etc. On peut citer, si on veut parler de la droite, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui faisait partie des figures françaises et tout. Voilà. Il y a la disparition des dinosaures après Macron qui arrive, société civile et assemblée. Donc on se dit c'est plutôt pas mal, effectivement, qu'il y a un renouvellement des personnalités politiques, les vieux barons locaux, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ça suffit. Voilà. Donc il y a un côté... celles et ceux qui voulaient y croire y ont cru et c'est très bien. Mais voilà, la grande question adressée, c'est où sont passées ces voix importantes sur la scène politique. Elles ne sont plus là. Alors c'est bien aussi de rentrer, d'exercer des responsabilités, d'aussi savoir en sortir. Moi, je suis admirative de ce que fait Duflot chez Oxfam, ou Najat Vallaud-Belkacem chez One, ou alors Axel Lemaire dans le privé. Voilà, c'est super intéressant, ces allers-retours entre la politique, et d'ailleurs, je ne sais pas si elles reviendront un jour, je le souhaite, pour notre pays, mais voilà. Et donc, c'était de se dire, OK, c'était les rappeler, en fait, de voir dans les manifs pour le climat, les manifs contre les violences sexistes et sexuelles, les manifs contre les violences policières, un nombre de jeunes et de jeunes femmes vraiment très impressionnant. Or, on sait, et on le voit, il n'y a pas de passage dans le champ politique, parce qu'il n'y a pas de rôle modèle, parce qu'il n'y a personne, enfin, des rôles, je déteste ce mot, mais en fait, il n'y a pas du tout de champ du possible, en fait. C'est de dire, OK, en fait, il n'y a personne devant, donc c'est vraiment... Et ces femmes qui étaient quand même dans une certaine puissance dans le champ politique, si elles sont parties, c'est qu'en fait, ça vaut vraiment pas le coup. C'est pas l'endroit où il y a de l'impact, c'est pas l'endroit où on peut changer les choses, et on ne fait que subir, et y compris quand on est au plus haut degré des responsabilités en France possible pour une femme, c'est ministre, ça se finit souvent très mal, et on perd des arbitrages. Et en termes quantitatifs, on peut reconnaître que Macron, en termes quantitatifs, a un peu cranté, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de femmes à l'Assemblée nationale, il y a un gouvernement à peu près paritaire, et en termes d'influence, qu'est-ce que ça nous raconte ? Quand on regarde bien le gouvernement de Macron, les hommes
sont quasiment tous issus de partis politiques, du PS, des Républicains. Ils ont tous un poids politique. Ils ont été élus avant, ou voilà, ils ont des réseaux et ils sont en capacité de négocier, de faire un rapport de force, si tant est que ce soit possible dans la Ve République, mais en tout cas, ils peuvent peser quand même dans la balance. On voit en revanche que, globalement, toutes les femmes, en tout cas au début du mandat dans le gouvernement, société civile, donc elles avaient toutes une expertise, donc ça interroge la République des experts, mais quel poids elles avaient ? Donc en fait, on avait l'impression d'avoir des femmes qui connaissaient à peu près ce dont elles parlaient, puisqu'elles étaient issues, on pense à Pénicaud, à Nixon, à Belloubet, à Buzyn et machin, qui étaient issus de ces corps de métier en tout cas. Mais en termes de poids politique, le sentiment est vraiment désastreux. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était des simples exécutantes. Elles auraient été secrétaires du Premier ministre, ça aurait été exactement la même chose. Elles faisaient exactement ce qu'on leur disait. Et ce qui fait vraiment mal au cœur, on est au XXIe siècle, on n'a pas vu des femmes politiques, puissantes, capables d'entamer des rapports de force, capables d'avoir des résultats, et simplement elles faisaient ce qu'on leur disait de faire. Et ça, c'est extrêmement grave. On voit à l'Assemblée, pareil, en termes quantitatifs, il y avait plus de femmes qu'avant. Sur cette mandature, on doit être, il me semble, à l'Assemblée, ça doit être 38% de femmes dans l'Assemblée. Très bien. Qui sont les visages qui ont émergé ? Qui a gagné des arbitrages ? Alors, on sait bien que le Parlement est très faible. On sait bien que la Ve République, c'était vraiment l'apothéose du paillasson qui est devenu l'Assemblée. Mais là aussi, c'est le questionnement d'aller chercher des femmes, certaines super, d'autres un peu près, d'autres qui ont mis 3 ans à comprendre dans quelle maison elles étaient. Mais en fait, là aussi, c'est une grande souffrance de dire, mais si on fait venir des gens, il faut aussi leur donner les conditions de bien travailler, d'avoir de l'impact. Et là, je trouve que c'est terrible pour ces nouveaux entrantes et entrants en politique. C'est non seulement, elles ont vécu une double oppression. La première, c'est d'être méprisées par l'exécutif national. Et quand on est méprisé par l'exécutif national, il se trouve qu'on est aussi méprisé par les gens. Et donc, du coup, il y a eu cette double violence. Incapacité de peser, d'agir face à l'exécutif national, et incapacité aussi, et peur aussi. Enfin, il faut comprendre ces nouvelles personnes qui se retrouvaient, qui devaient être sûrement très compétentes dans la vie, et voilà, qui se sont retrouvées au moment, par exemple, des Gilets jaunes, avec des permanences, qui étaient barricadées, avec des menaces de mort. Et en fait, c'est ça. Et on croit qu'il y a des gens qui vont s'engager en politique en voyant ça. Mais en fait, plus personne ne veut y aller parce que, à part la violence qui s'exerce, il n'y a aucun impact. En fait, il faut vraiment être complètement fou aujourd'hui, ou sociopathe, ce qui est souvent le cas, avoir une envie démesurée de briller et de pouvoir. Mais en tout cas, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de capacité d'agir. On ne crante rien. Enfin, qui a cranté pendant toute cette mandature sur une loi, quelque chose qui a fonctionné, qui ne venait pas de Jupiter en direct. Enfin, et donc, ça interroge vraiment. Investir, c'était d'abord faire ce constat, de dire, OK, où sont les femmes puissantes en France en politique ? Là, en tout cas, elles ne sont plus là. Concrètement, là, maintenant, on ne les voit pas. La chaîne de commandement politique française, c'est que des hommes. Président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, tous les chefs de parti, excepté l'héritière. Enfin, le bilan est quand même extrêmement mauvais. Et donc, c'est là, en termes quantitatifs, oui, il y a un peu plus, mais en termes d'impact, c'est franchement pas bon, quoi. Et de se dire, OK, très bien, la première chose à faire, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe dans le réel de la politique. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait et qui ne se fait pas assez, et il faudrait vraiment continuer à le faire sous des formes ou d'autres. Donc l'idée, c'était de dire, OK, Cécile Duflot, Najat Vallaud-Belkacem, Axel Lemaire, s'il vous plaît, ce que vous avez vécu, pourriez-vous le transmettre à d'autres femmes ? Il n'y aura pas de relève si vous ne faites pas ce boulot de transmission. Et elles étaient évidemment à fond partantes. C'est des femmes généreuses, extraordinaires, ça vient qu'il faut transmettre tout ça pour que d'autres puissent se lever derrière elles. Ça, c'était la première chose. Donc déjà, l'accord de cette transmission. Deuxième chose, c'était reconnaître collectivement, ensemble, les freins, les obstacles qu'il faut lever pour s'engager en politique. Et là, donc, du coup, on a travaillé avec des anciennes femmes engagées, ex-engagées dans le champ politique, et en one-to-one, puis ensuite en cercle, reconnaître ce qui s'est passé. Les abus, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement sexuel et tout ça. Il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit... Et en fait, c'était assez extraordinaire parce que, au final, celles qui étaient déjà passées par le champ politique se disaient, mais finalement, c'est moi qui suis trop fragile, trop sensible, c'est moi qui ai un problème, finalement. Et pour la première fois, cette mise en partage a permis de se dire, mais en fait, non. Là, c'est le système qui dysfonctionne. C'est pas nous qui dysfonctionnons. C'est bon ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni pour personne. Cette violence qui s'exerce, n'importe quoi ce qui se passe dans les partis politiques. Et ça, c'était aussi très fort. Et donc, du coup, c'était aussi dire, reconnaissons celles qui sont passées par là, mettons sur la table les dysfonctionnements,
une fois qu'on les reconnaît, on peut les prendre en charge. Je parle du cyberharcèlement, je parle de la question des investitures, où le rapport de force est complètement dingue, et perdu d'avance pour les femmes issues de la société civile, où on les balance d'une circo à l'autre parce qu'on a besoin et qu'on ne veut pas payer d'amende et que machin, donc du coup, rien ne va. Et c'était aussi faire le constat de dire, tant que ces constats ne sont pas posés, donc on ne peut pas les prendre en charge. Or, ça mérite des réponses collectives, ce ne sont pas des problèmes individuels, ça nécessite une réponse collective. Et aussi, et ça c'était le travail vraiment de bouche à oreille sur ce programme, c'est de dire, il y a des femmes en France, on n'a pas beaucoup de temps. On sait que les enjeux là ils s'accélèrent, on voit bien les rapports du GIEC, on voit bien que cette mandature 2022-2027, là il faut y aller quoi. C'est le moment de déclencher des résultats concrets. Et il y a un type de femme qui, franchement, qu'il faut vraiment vite mettre à l'intérieur de l'institution. Qui sont ces femmes ? C'est des femmes qui sont des activistes, qui ont un domaine d'expertise. Et donc, on voit dans la composition des femmes qui ont contribué à investir, tous les sujets, les enjeux de société, climatiques, de genre, d'égalité actuelle étaient dans cette promo. Ces femmes, elles sont expertes d'un sujet, donc elles sont vraiment très fortes, en tout cas dans ce domaine-là. L'idée, c'était aussi de se nourrir les unes les autres des grands enjeux et de partager de pair à pair les enjeux. Il y a un truc de fou chez ces femmes, c'est que c'est des plaidoyeuses depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc l'institution, elles connaissent. Elles n'ont pas fait Sciences Po, elles n'ont peut-être pas fait l'ENA, mais en tout cas, l'institution, elle se la cogne tous les jours. Et donc, elles se les cogne tous les jours. Et donc, c'est un peu coup double. C'est-à-dire qu'on met à l'intérieur des femmes qui ont les connaissances sur les grands enjeux qu'il faut prendre en charge, et deuxièmement, qui connaissent le monde de l'institution, et donc du coup, qui ne vont pas passer 2 ans à regarder comment ça marche l'Assemblée nationale. Non, elles savent comment ça fonctionne, le chemin de la loi. Il vaut mieux taper d'abord le ministère qui est vraiment décisif, ou les conseillers du président, plutôt que... pareil pour le Parlement européen. Donc en fait, on gagnerait un temps fou. Non pas qu'il ne faille pas aller chercher les nouveaux visages, les citoyens, les citoyennes où ils en sont, mais que là, en fait, dans le laps de temps qu'on a pour se préparer, franchement, on gagnerait du temps à ce que ces femmes-là embarquent. Seul problème, ces femmes qui ont tout dont on aurait vraiment besoin à l'intérieur, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent non. Elles disent non. Déjà, c'est chaud d'être militante activiste en France, comme partout dans le monde. Les femmes militantes, il y a notamment avec le cyberharcèlement, ces raids organisés ont tendance à silencier les femmes. Donc donc déjà, il y a un truc qu'il faut résoudre un peu partout dans le monde. Première chose. Deuxièmement, comment ça passe, un engagement politique en plus d'un engagement professionnel et associatif et personnel ou je sais pas quoi, machin, comment ça passe dans le temps. Incompréhension des règles du jeu, qui sont en fait notamment des partis politiques qui ne sont pas écrites. En fait, si elles étaient écrites, on pourrait jouer. Mais là, c'est des trucs qui n'existent pas. Donc quelle est la différence entre quel parti, quel machin, quel truc, les procédures d'investiture. Là, on voit qu'il y a une crispation. Donc en fait, normalement, les partis politiques par exemple sur les investitures, sont quand même... normalement, publie à chaque élection les procédures d'investiture. Là, on voit que c'est complètement bloqué sur 2022, que les tractations, machin, donc rien n'est écrit, rien n'est compréhensible. Bon, voilà. La question du financement. Aller en politique, c'est super, mais on sait que une campagne, ça coûte extrêmement cher, qu'il y a beaucoup de partis, et notamment dans le champ de force progressiste, qui sont vraiment sur la paille, on peut le dire. On peut rêver grand, de dire le champ progressiste le bloc des justices va gagner la présidentielle, mais avec quel argent et quelles équipes, quoi. C'est juste une question qu'il faut quand même se poser à un moment. Et donc, y compris pour des femmes qui n'ont pas accès à ces réseaux, aux partis politiques, qui n'ont pas accès... aujourd'hui, ouvrir un compte en banque pour faire campagne, c'est une bataille à mener chez son banquier. C'est-à-dire que plus aucune banque ne veut ouvrir parce que c'est trop risqué, parce que ça marche pas, parce que c'est que des tannés, c'est l'exposition de la banque. Bref. Il y a ça, la question des réseaux, la question des expertises qui sont cachées. La question des investitures, c'est vraiment une science. Les poètes, ce qu'on appelle les poètes, qui tractent entre eux les investitures, les négociations de circo. Qui sont ces gens ? En général, c'est très souvent des hommes. Mais on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop comment faire valoir. Il y a toutes ces questions-là. Et comment est-ce que... Et donc, Investis, c'était traverser tout ça. C'était dire, OK, c'est plutôt non pour chacune d'entre nous, les 60, plutôt non. Mais en fait, le challenge, c'était de dire, OK, on a le droit de dire non, mais à la fin du parcours, il n'y a aucune injonction à se présenter, mais si c'est un non, c'est un vrai non. C'est pas un non par méconnaissance, c'est pas un non par peur, c'est pas un non par je ne sais pas quoi, ce sera un vrai non. Aujourd'hui, tu proposes une campagne en dehors des partis, avec un processus d'idéation collective. Tu as dit, je te cite, une circo qui se mobilise du territoire jusqu'au Parlement.
Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ce que serait ce dispositif participatif ? Alors, le dispositif participatif, en fait, la proposition que je porte dans cette circonscription, donc c'est la 2e circonscription de Paris, c'est 5e, 6e, 7e arrondissement. Juste pour parler de la circo 2 minutes, c'est une circo vraiment impressionnante qui, je pense que le nombre de diplômes au mètre carré est impressionnant. Il y a un nombre de facultés, Jussieu, la Sorbonne, Sciences Po, Assas et plein d'autres facs. Il y a plein d'écoles publiques aussi, de la primaire, maternelle, secondaire et tout. C'est impressionnant, ces lieux de culture aussi. Et les lieux de pouvoir, l'Assemblée, le Sénat, les ministères. Donc on est dans la circonscription des pouvoirs. Au-delà, évidemment, la vie économique, les commerçants, le quartier latin, voilà. Donc c'est une circonscription assez impressionnante. Et je me dis, mais avec tant de diplômes au mètre carré, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la démocratie à se réparer ? Et peut-être plus qu'ailleurs, si nous, on ne bouge pas, en fait, qui va pouvoir bouger ? Et peut-être qu'on peut faire notre part, inventer quelque chose qui va un peu changer la donne. Évidemment, il n'y a pas de changer tout de la donne. Moi, j'ai fait le deuil des grandes fédérations nationales qui vont arriver en disant un coup de baguette magique, le grand soir et tout. J'y crois pas trop. Et que si seulement on pouvait investir son territoire, que ce soit au niveau municipal, dans tous les territoires. Et je pense que les législatives, la loi, la fabrication de la loi, l'Assemblée nationale, l'Assemblée des citoyens, ça nous concerne aussi. Personne n'a jamais vraiment réussi à cranter au niveau de comment on associe les habitantes et les habitants au niveau de la loi. Or, la loi, c'est notre maison commune. C'est-à-dire que c'est les règles du jeu commune qui s'appliquent à toutes et à tous, maintenant, mais aussi pour les générations futures. Et donc, comment est-ce qu'on va venir interagir ? Il y a des budgets participatifs dans les villes. Il y a des conventions citoyennes qui existent. Mais là, moi, je crois beaucoup à la démocratie continue. Ça veut dire, au lieu d'être interrogé comme électeur avec une expérience extrêmement pauvre de ce que veut dire la démocratie, déléguer sa voix, comment est-ce qu'on va installer tout au long d'un mandat un processus qui permet aux habitantes et aux habitants de venir travailler, de venir s'approprier les enjeux, de venir aussi avoir un impact, qui ne soit pas un impact pour tout le monde, mais là, voilà, c'est vraiment la proposition, c'est de dire, OK, je crois profondément qu'il faut associer les citoyens et les citoyennes aux décisions qui les concernent. Si on fait sans eux, on fait contre eux. Et vu la taille des décisions qu'on a à prendre sur le climat, sur les inégalités et tout ça, on ne peut pas se passer de leur consentement, en fait. Ça n'est pas possible. Donc, soit on le fait de manière autoritaire à la chinoise, soit on le fait de manière autoritaire, comme les démocraties dites illibérales, soit on associe, parce qu'en fait, on a besoin de comprendre pourquoi on va prendre ces décisions importantes. Et donc, voilà. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut faire avec les habitants et les habitantes. Le deuxième pilier de cette campagne, c'est de dire qu'on a besoin de regarder dans la même direction, d'où qu'on vienne. Et donc, les deux textes de référence, c'est de dire, au lieu d'avoir un programme politique, le mien, celui d'un parti, il n'y en a pas, il n'y a pas de parti, ni le mien, pourquoi moi, l'arbitraire, qui suis-je pour dire on va commencer par tel et tel sujet ? Non. Là, l'idée, c'est de dire, OK, en fait, il existe deux textes très importants. C'est la parole de la France qu'elle a donnée à l'ONU devant 193 pays dans le cas du texte « Les objectifs du développement durable pour 2030 », la feuille de route 2030, et les accords de Paris. Tu l'as évoqué, la formation des élus qui se faisait traditionnellement dans les partis se déplace de plus en plus dans des initiatives collectives politiques ou militantes qui se disent souvent partisanes. Donc ça peut être, on vient de l'évoquer, Investi, mais aussi l'Institut de l'engagement, dans une certaine mesure la primaire populaire, ou encore la nouvelle initiative d'Alice Barbe, l'Académie des futurs leaders. Est-ce que tu penses, à titre personnel, que la culture politique française soit assez mature pour dépasser l'impératif d'hyper-incarnation du pouvoir, notamment dans cette cinquième République, il s'agisse à la fois de la présidentielle, mais aussi des législatives? C'est toute la question qu'on a adressée dans l'expérimentation Ma Voix, c'est vraiment l'incarnation, voilà, du candidat. Et là, on a testé le fait qu'il n'y en avait pas, avec cette affiche miroir. On n'est pas du tout prêt à ça. Voilà, c'était simple. On a testé ça et on a vu. Et en fait, déjà, on avait présumé que les gens voulaient absolument élaborer sur les lois. Et quand on dit oui, c'est possible, et du coup, mais en fait, c'est je ne sais pas, je n'y arriverai pas, je ne me sens pas légitime. Et donc là, on comprend aussi que l'envie folle de participer est aussi chez certaines personnes qui ont reçu
un bagage culturel et tout ça, et qui n'en reviennent pas à la médiocrité des partis politiques. Et donc, du coup, c'est aussi... moi, je me décale un peu de l'injonction à la participation de tous les citoyens et citoyennes. Moi, je ne suis pas du tout pour la démocratie, ce qu'on appelle réelle, où il faut absolument toutes et tous participer via Internet, au conseil municipal, à l'élaboration de la loi. Ouh là 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 là. Non, on crée des canaux, des tuyaux, pour faire en sorte que on fasse ces échanges, que ça circule, que ce soit une démocratie vivante et tout. Oui, les partis politiques, malheureusement, ne jouent plus ce rôle d'éducation populaire politique. Parce que simplement, ça n'est pas possible de le faire, parce que dans un parti politique, on passe sa vie à quoi ? À faire des élections internes, de sections, de fédés, de désignation pour les régionales, les municipales, les départementales, les machins, et qu'en fait, au fur et à mesure, les primaires, les machins, et donc comment construire du collectif avec ces rendez-vous récurrents ? Est-ce qu'on est vraiment, un parti politique a vraiment vocation à enchaîner sans pouvoir même plus réfléchir de pourquoi est-ce qu'on va vraiment au municipal, est-ce qu'on va vraiment sur ces élections, est-ce qu'on vraiment on a les capacités, comment est-ce qu'on peut former des personnes, machin. Et donc ce qui est haut, vraiment, mais je ne sais pas si, pour l'avoir vu, dans les partis politiques, il y a beaucoup de personnes qui font un sacrifice de fou, qui prennent de leur temps de vie personnelle. Enfin, moi, je trouve ça vraiment... ça me bouleverse, en fait. Cet engagement au service de la société est vraiment très important. Quand on voit le nombre de commissions dans les partis politiques, chez les jeunes, chez les aînés, qui, à chaque fois qu'il y a une élection, vont faire le programme culturel, économique, environnemental et machin, est-ce que vraiment ces travaux sont pris en compte ? Moi, de mes yeux, j'ai vu des rapports, mais comme ça, complètement fous, de mois et de mois de travaux, de personnes câblées qui passaient de leurs fruits de commission à la poubelle directement. Et en fait, le même programme de la même élection est fabriqué par 3 assistants parlementaires ou 3 personnes de je ne sais pas quel cabinet qui va faire le truc. En fait, est-ce qu'on peut arrêter ce gâchis monumental ? Est-ce qu'on vraiment peut se payer le luxe que toutes ces personnes qui veulent servir, veulent vraiment contribuer à notre destinée commune, repartent en mille morceaux, repartent désespérés par ce qu'ils ont vu, repartent avec leurs idées, leur énergie, machin, comme ça. Enfin, est-ce que c'est vraiment... on est fou ou... Enfin, on a un problème... Enfin, encore une fois, vu les enjeux, est-ce qu'on peut se permettre ce luxe de ce gâchis impressionnant ? Donc oui, c'est super qu'il y ait des acteurs qui arrivent. Et c'est d'ailleurs très... Je pense que c'est pas non plus complètement fou que ce se passe en dehors des partis, parce qu'en fait, pour moi, le vrai bon critère pour juger un programme qui prépare à des responsabilités politiques, c'est de dire, est-ce que ce programme est fait pour avoir des politiques, des nouveaux politiques, des nouveaux visages qui sont comme ceux d'aujourd'hui, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Voilà, juste on change de tête. Et quel est l'intérêt de ça ? Ou alors, on s'entraide, on prépare des nouveaux visages qui vont apporter de nouvelles pratiques. Et là, ça change tout. Alors pour terminer, si tu étais en mesure aujourd'hui de proposer une réforme constitutionnelle, que proposerais-tu ? Est-ce que ce serait, par exemple, la révocabilité des élus en cours de mandat ? Alors oui, pourquoi pas. Je vais rester dans la ligne de ce que je porte là aujourd'hui. C'est dire, moi, ce que j'aimerais instituer, si j'avais une baguette magique, c'est instituer ces assemblées locales délibératives dans chacune des 577 circonscriptions. Ça me paraîtrait être une sacrée avancée que la parlementaire s'asseye un jour par semaine dans son assemblée locale, dans cette assemblée locale, où les habitants diront, voilà, là tu fermes ta bouche, tu nous écoutes, on a travaillé, voilà ce qu'on pense de telle loi, voilà ce qu'on aimerait changer dans cette loi, voilà ce que tu pourrais porter, machin, et voilà, ça réparait déjà beaucoup de choses en fait. Ce dialogue qui est rompu, cette peur mutuelle, cette défiance mutuelle et tout ça, à l'Assemblée, on siège mardi, mercredi, jeudi. Okay ? Ça laisse le lundi, ça laisse probablement le vendredi, pour justement, au lieu de faire en circonscription l'assistante sociale sans aucun moyen, finalement, aucun levier, et de recevoir les gens, machin, non, voilà. Est-ce que les personnes peuvent se réunir ? Est-ce que le parlementaire ou la parlementaire peut partager les moyens qui sont conférés au mandat pour mettre en place cette démocratie continue au niveau local ? Et ça changerait tout, en fait. C'est que juste avant de voir qu'il y ait les gilets jaunes, on l'aurait vu depuis très 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 longtemps, juste parce qu'on se serait assis dans la circonscription, écouter, entendre, pas forcément débattre, mais aussi comment est-ce qu'on relaie à l'intérieur de l'Assemblée nationale et tout. Donc voilà, il y a
beaucoup, il faut le créer, cette idée d'assemblée locale délibérative, c'est Dominique Rousseau, constitutionnaliste français, qui a théorisé ça. Et concrètement, c'est sympa son idée, hein, c'est intéressant. Tous les membres d'une circonscription, tous les inscrits sont membres de droit de l'assemblée locale. Bon, chez moi, c'est 72 000 personnes. Un lieu pour 72 000 personnes, et comment on fait pour débattre et délibérer, c'est vraiment concrètement, ça ne marche pas. Bon. Donc on sait, on pressent, et c'est tout l'enjeu de cette campagne où on va prototyper au fur et à mesure avec les habitants, les habitantes, designer cette assemblée locale à partir de leurs besoins et de leurs envies, pas de ce que nous on projette en tant que penseurs ou simplement en ayant envie d'agir sur la démocratie. Donc on sait qu'il y a un volet numérique, mais on sait que le volet numérique il est extrêmement pauvre. Donc le volet numérique il est plutôt consultatif. C'est voilà, on peut exprimer, c'est vraiment... c'est la température, c'est chacune et chacun dans la circonscription peut dire moi cette loi ça va pas du tout, machin. Donc ça c'est vraiment de la consultation, mais c'est pas du travail. Le travail, l'élaboration se fait forcément en beaucoup plus petit nombre, avec des moyens, avec des nouveaux métiers, les facilitateurs, les facilitatrices, avec du temps long. Voilà. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu pour nous dans cette campagne. Et ce qu'on aimerait, c'est de dire, on ne sait pas si la baguette magique ne va pas arriver, que peut-être au début de cette prochaine mandature, tout d'un coup, je ne sais pas qui va se réveiller en disant c'est pas con cette idée. Et tout. Nous, l'idée, c'est qu'on avance dans cette campagne, on documente au fur et à mesure comment on va designer cette assemblée locale avec des jeunes, et c'est cette chance d'habiter dans cette circonscription où entre ceux qui font de la philo, de l'ingénierie, de la concertation, des sciences politiques, du droit, et puis n'importe quoi d'autre, de la socio et tout ça, l'idée c'est vraiment de les associer à ça. On va designer, prototyper, se planter, recommencer tout, on documente, comme ça demain, s'il y a ces nouveaux visages qui rentrent à l'Assemblée, on leur donne ce travail que nous on aura fait et qu'ils adapteront comme ils voudront, et puis on ne sait jamais s'il y a une réforme constitutionnelle d'un coup d'un seul, bam, on ouvre les 577. Mais j'ai un exemple très, très bête. Hein. Savez-vous que dans les écoles françaises, on fait les élections des délégués chaque année, depuis toujours, et que comme depuis 30 ans, ou je ne sais pas combien d'années, figurez-vous que c'est la même règle, toujours. Et donc, qui est élu ? C'est les gens populaires. Sur quels critères ? Comment on fait ? Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que dès l'enfance, dès l'adolescence, le rapport à la vie collective et aux règles du jeu démocratique, il est brisé. Il ne marche pas. En fait, et souvenez-vous, dans votre enfance, vous voulez vous présenter aux élections des délégués. Donc, soit vous êtes élu chaque année, donc vous êtes un peu le king ou la queen de la classe, et que ça assied votre... Je dis de manière très confortable, j'ai été pendant tout mon lycée, mais justement, ça m'interroge vraiment aujourd'hui. Pourquoi, comment, et comment les profs principaux ou les écoles ont pu laisser faire ça pendant autant de temps. Toutes celles et tous ceux qui avaient super envie de se présenter, qui par timidité ne se sont pas présentés. Quel gâchis ! Ils n'ont pas pu révéler leur talent, leur leadership et tout ça. Toutes celles et tous ceux qui ont malgré tout leur timidité, se sont présentés et se sont pris 0 voix ou 1 voix la leur. Qu'est-ce qu'on a provoqué comme blessure quasiment irréversible ? Enfin, c'est vraiment... Là aussi, mais c'est quel gâchis. Et du coup, la question c'est, en fait, est-ce qu'il n'y a pas plein de rôles à investir dans un lycée, dans une classe, dans un groupe classe, au collège, au lycée ? Est-ce que finalement, il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un rôle ? Est-ce qu'on peut définir des rôles ensemble ? Ceux qui vont au conseil de classe, très bien. Est-ce que ça tourne ? Est-ce que c'est du tirage au sort ? Est-ce que c'est une élection sans candidat ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on fait pour choisir la règle qui nous va ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont un rôle sur la solidarité, sur les éco-délégués, sur je ne sais pas quoi ? En fait, il y a 1000, sur la culture, sur machin. Et puis, est-ce qu'on tourne ? Est-ce qu'on change ? Est-ce que non, c'est un mandat pour 1 an ? Est-ce qu'il y a des comptes à rendre ? Dans toutes les classes de France, chaque année, on refait exactement le même exercice sans jamais s'être posé le sens de cet exercice. En maternelle, c'est vraiment là aussi que je tire le fil, hein. En maternelle, il y a... dans la classe, il y a des rôles en binôme, arroser la plante, ranger les livres, ouvrir la porte, porter, et c'est le meilleur rôle, les lettres de la maîtresse à la directrice, machin, c'est vraiment le truc fou, on se balade dans la... Ça tourne chaque semaine. Chaque semaine, les élèves sont gratifiés d'avoir eu un rôle génial, ont été au service du collectif, ont pu faire ci, ça me paraît tellement évident. Et donc nous, le seul rapport qu'on a à la démocratie, et ce premier, il est toujours hyper douloureux. Et ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on invente de différent ? Mais pour ça, il faut en avoir conscience.
Et moi, ça me rend un peu folle. Et ça ne m'étonne pas qu'on n'arrive pas à avancer sur le plan démocratique institutionnel, puisque de toute façon, notre éprouvé est complètement minable, où c'est les populaires, celui qui parle fort, qui a de l'argent, ou je ne sais pas quoi, qui achète les autres avec des pains au chocolat, qui gagne. Ça ne va pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Voilà, il faut se remettre au travail, se dire, OK, si ça ne marche pas, ça peut marcher mieux. Et donc, du coup, on interroge même le processus. On se pose en début d'année, que ce soit à l'école, dans son groupe classe, que ce soit dans son association. J'ai testé un processus Ma Voix en association de représentants de parents d'élèves. Ça change tout. Il n'y a pas besoin de connaître la copine, la présidente de la FCPE, du groupe local, machin, je sais pas quoi. Non, on fait un tirage au sort. Bonjour les parents, bienvenue, vous savez ce que c'est un conseil d'école ? Non, très bien, voilà, mettez votre bulletin dans l'urne, on fera un tirage au sort, vous serez élus et on va faire ce relais entre ceux qui sont élus et ceux qui ne sont pas élus. Et ça marche en fait. Il y a des parents qu'on n'avait jamais vus nulle part dans ces instances-là, parce que juste il fallait être copain, copine ou je sais pas quoi, vers du réseau, ou même oser dire j'aimerais être... Enfin, personne... C'est très basique aussi, c'est pas quelque chose de révolutionnaire que je suis en train de dire, juste... Mais ça fait partie de notre vie démocratique, ça fait partie de notre vivre ensemble. Enfin, l'école, il y a quoi de mieux que tout ça ? Enfin, pardon, je m'enflamme un peu, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et pourquoi on ferme tous ces endroits-là ? Pourquoi c'est des endroits qui sont des chasses gardées parce qu'on a besoin d'être les boss du quartier ? Enfin, c'est complètement... Voilà. Donc tout ça, en fait, une fois qu'on a compris que ça ne marchait plus, et comment on fait pour tester d'autres trucs ? Merci beaucoup, Kitri. De rien. Merci à vous. Merci.